et là, il y a des synchronicités. Après, il vient chez moi, heu et il voit j'avais un vision board dans ma chambre avec, des photos de couple, et avec des dessins de couple que j'avais faits et je vois qu'il regarde le dessin de couple et il me regarde et il me dit: «Mais tu nous as dessiné, en fait?» Et j'avais dessiné ce dessin, 2 mois avant, donc je le connaissais même pas et c'est vrai que les personnages nous ressemblaient. Il avait la même veste, la même montre, les mêmes cheveux. Donc là, c'était vraiment le moment où j'ai reconnecté, en fait, avec mon ma puissance créatrice, mon pouvoir créateur. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Julie. Ok, on est en Belgique, on est à Liège Julie, elle fait de la communication animale, elle est formatrice aussi et elle a surtout une histoire extraordinaire de veille, pleine de magie, vraiment connectée à la magie de la vie. Elle va nous raconter tout ça aujourd'hui. Salut Julie. Salut Angélique, merci de me recevoir. Merci à toi. Je suis ravie d'être là. Alors Julie, euh, ma première question, c'est toujours quel enfant tu étais? Est-ce que tu étais déjà connectée? Alors, oui, j'étais déjà très connectée. Bon, j'étais très fort dans mon monde. J'étais une enfant très introvertie, parce que j'étais, un peu rejetée, par mes petits amis, de mon âge, hein. J'avais pas je me sentais un peu rejetée, en tout cas, par les enfants de mon âge et donc j'avais tout un petit monde intérieur qui était hyper développé. J'ai vraiment cette image de moi, qui est dans mon petit jardin avec mes petites fleurs, en train de faire des petites potions magiques, à parler aux plantes, aux arbres, aux animaux et ils me parlaient en retour et ça me paraissait totalement normal. Donc j'étais déjà très connectée, à ce moment-là. Après c'est vrai qu'en grandissant, j'ai jamais perdu le lien avec les animaux, les plantes et cetera, mais j'ai un peu mis ça de côté. C'est devenu un peu moins naturel pour moi évidemment. Donc ces voix ou ces sensations que je ressentais dans mon corps, je me disais, «Bon, c'est dans ma tête en fait, hein», tout simplement. Mmh. Il y a des gens qui l'avaient dit: «C'est dans ta tête». Beh, je sais pas si on m'avait dit: «C'est dans ta tête», je me rappelle pas, mais je pense qu'en évoluant, si je disais: «Ah regarde le petit papillon, il m'a dit ça», on aurait dû me dire: «Oui, oui, c'est Mmh. ça». Donc voilà, j'ai bien compris que Mmh. c'était peut-être pas bienvenu, dans ma vie à ce moment-là. Ouais. Et comment c'est revenu alors? Mais comment c'est revenu? Ça s'est vraiment passé par plusieurs étapes, de reconnexion à moi déjà, heu et donc je dirais, que ça a vraiment commencé en 2017, le moment où j'ai remis mon pied un petit peu dans ce monde un petit peu spirituel. Donc en 2017, moi j'étais en Hollande, je travaillais pour Booking.com. Voilà. Et donc j'avais une vie, enfin, je commençais ce job et j'étais super heureuse. Mais dans ma vie personnelle, amoureuse et cetera, c'était pas, terrible, terrible. Ça faisait 5 ans que j'étais célibataire et que bon, j'avais envie d'une relation aimante, mais que je tombais que sur des personnes qui voulaient pas spécialement s'engager avec moi. Et donc suite à une énième de ces relations, un peu, voilà, où la personne voulait pas s'engager avec moi, j'ai un peu eu, ma goutte, de trop qui a fait déborder mon vase et je me suis dit: «Bon, bah, je vois bien que je suis en train de répéter des schémas répétitifs comme ça, mais je sais pas vraiment quoi faire, mais j'ai plus envie de ça dans ma vie, en fait. J'ai plus envie, d'avoir, ce genre de relation-là. Moi, je veux autre chose» et et donc la vie est bien faite. Ma mère m'a invitée, pour mon anniversaire à ce moment-là, juste au moment où j'avais eu cette rupture, à un séminaire de Joe Dispenza. Donc, pour ceux qui connaissent pas Joe Dispenza, c'est un conférencier américain qui parle vraiment du pouvoir créateur qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on peut créer notre vie par nos émotions, par nos pensées et par la répétition de ces émotions et de ces pensées. Mais moi, je connaissais pas du tout Joe Dispenza, j'aimais juste bien voyager et c'était en Irlande, donc je m'étais dit: «Bon, bah, je vais aller en Irlande, je vais voyager et puis après je vais aller Joe Dispenza, ça peut pas me faire du mal, en fait, ça peut que m'aider, à aller mieux». Donc j'ai vraiment été là, le cœur ouvert, l'esprit ouvert en me disant que je verrai bien, ce qui s'y passe. Mais j'avais jamais médité de ma vie, ou j'avais médité une fois, mais ça m'avait pas du tout parlé et donc voilà, je suis arrivée à ce séminaire de Joe Dispenza et tout ce que Joe Dispenza expliquait, ça
ouais, son discours me parlait énormément, ça ouvrait plein de portes, de possibilités dans ma tête et puis aussi, j'expérimentais des méditations qui étaient vraiment très puissantes pour moi à ce moment-là où je me disais: «Waouh!» je ressentais dans mon corps quelque chose de puissant et puis je rencontrais des gens qui avaient vécu des choses très puissantes avec la méditation. Je me rappelle d'une fille, qui avait mon âge à l'époque et qui m'expliquait qu'elle avait guéri 2 de ses cancers avec, les méditations, dont le dernier juste avec la méditation. Donc pas de chimio, rien, la méditation. Et donc là, évidemment, moi je me disais: «OK, moi je veux quoi? Je veux attirer l'amour, je veux attirer une relation saine, aimante et cetera». Elle, elle a guéri son cancer avec la méditation. Il y a aucune raison pour lesquelles moi je pourrais pas arriver à attirer l'amour. Enfin, je veux dire, quand C'est même. clair. Voilà, donc c'est vrai que, en rentrant en Hollande après, je me suis mis une structure et je me suis dit: «OK, je vais faire comme Joe Dispenza propose dans son programme». Je vous invite à aller voir, ce qu'il fait évidemment et donc je me suis dit: «OK, je vais faire 25 minutes de méditation tous les matins en me levant, j'ouvre mes yeux, je mets mes écouteurs, je médite et 25 minutes de méditation le soir avant de me coucher», tout simplement. Donc j'ai vraiment commencé comme ça et vraiment tous les jours je méditais. C'était, je ne pouvais pas rater un jour, c'était une structure de faire ça. Et et au plus je méditais, au mieux je me sentais, au plus j'avais envie de méditer encore plus et puis au plus j'avais, des portes encore une fois qui s'ouvraient dans ma tête, des choses où je me disais: «Ah oui OK», enfin je voyais des comportements inconscients que j'avais ou des paroles inconscientes que j'avais, tu sais, Mmh. par exemple je disais on me demandait: «Ouais pourquoi tu es toujours célibataire?» Et moi je répondais une phrase un peu, toute faite, que je pensais même pas, mais que je me disais: «Oui, c'est bien, les gens vont penser que c'est bien». Je sais pas, je disais: «Ah j'ai pas trop envie de m'engager» et j'attirais que les hommes qui ne voulaient pas s'engager avec moi. Ouais. Donc la parole est puissante, elle est puissante, la parole est créatrice et là vraiment je m'en rendais compte en fait. Et puis après voilà, je dessinais énormément, je remarque que je dessine que des femmes seules, donc je commençais à dessiner des femmes en couple, et puis après je connecte aussi avec ma petite fille intérieure, vraiment pour moi ça devient un jeu, donc je sais pas moi, je vais en rue, je trouve un bouquet de fleurs, je ramène le bouquet de fleurs chez moi, je suis hyper contente, je suis là: «Ah mais c'est mon amoureux qui m'a offert ce bouquet de fleurs», je le mets dans un petit vase, je me dis: «Oh mes colocs ils vont voir le bouquet, ils vont se dire: "Ah, un homme lui a offert ce bouquet de fleurs", tu vois? Ou même, parfois je rentrais chez moi et j'étais seule, enfin j'espère qu'il y avait personne et je rentrais, je me disais: «Chérie, je suis à la maison», tu vois? Donc je vivais vraiment comme ça et puis dans mes méditations, j'envoyais des images simples à mon cerveau, mais avec des émotions fortes. Tu vois? Donc par exemple, je visualisais, que j'avais une main qui tenait la mienne, je sentais de la chaleur dans cette main, je ressentais dans mon cœur que, waouh, tout l'amour que j'avais, je nous visualisais marcher ensemble, je nous visualisais se faire un câlin, je visualisais mon cœur avec son cœur qui était lié, qui se rapprochait, qui se réchauffait et je ressentais toutes ces émotions en moi et je visualisais aussi des scènes, par exemple, j'allais à la plage avec cette personne, comment je me sentirais et je ressentais ces scènes sur le moment même dans mes méditations tous les jours. Donc, tu vois, à partir d'un moment, quand tu visualises et que tu ressens comme ça n'avait pas d'autre, choix que de se matérialiser, pour moi en tout cas. Et donc évidemment, j'avais cette foi et cette croyance que j'allais matérialiser l'amour. Hem et donc oui, pendant vraiment, je dirais 5 mois, 5-6 mois, je fais le travail et je persévère et je me sens, tellement bien après 5-6 mois, je me sens vraiment super bien avec moi-même, en fait. J'ai même ma posture est différente, la façon de parler est différente. Je suis en relation d'amour avec moi-même et j'ai même plus besoin d'un homme à ce moment-là, en fait. Et c'est à ce moment-là que je rencontre bien évidemment mon compagnon, qui est aujourd'hui le papa de mon enfant et avec qui je passe ma vie. Mmh. Et alors après, bon, déjà quand je le rencontre, je me dis: «OK, ça y est, j'ai manifesté ce que je voulais manifester», parce que c'était une évidence que c'était moi qui l'avais manifesté. Enfin, ou en tout cas, j'avais manifesté une personne moi-même qui pouvait accueillir l'amour, à ce moment-là. Ouais. Et alors il y a des synchronicités. Après il vient chez moi, heu
et il voit j'avais un vision board dans ma chambre avec, des photos de couple, et avec des dessins de couple que j'avais faits, et je vois qu'il regarde le dessin de couple et il me regarde et il me dit: «Mais tu nous as dessiné, en fait?» Et j'avais dessiné ce dessin, 2 mois avant, donc je le connaissais même pas, et c'est vrai que les personnages nous ressemblaient. Il avait la même veste, la même montre, les mêmes cheveux. Donc là, c'était vraiment le moment où j'ai reconnecté, en fait, avec ma puissance créatrice, mon pouvoir créateur, du fait que mes émotions, mes pensées sont puissantes, en fait. Ouais, complètement. Voilà. Depuis, du coup, la manifestation, c'est quelque chose que tu as Ah! intégré? Ah oui, ça, c'est quelque chose que j'ai bien intégré, ouais, c'est la manifestation, c'est tout le temps. Tout le temps dans ma vie. C'est Et quoi c'est dernier en truc? bien comme en mal, hein, donc Ah ouais? ouais, ouais, ouais. Ah ouais, faut faire attention à ses Bah, pensées, donc tu attention à fais ses attention. pensées. Je fais attention, oui. Mais quand je remarque que j'ai une pensée négative, j'essaie de faire 10 fois une pensée positive derrière, quoi, où Mmh. j'accueille la pensée négative, je la laisse passer et puis après je me concentre sur quelque chose que je veux attirer, au lieu de quelque chose que je ne veux pas Ouais, attirer. ouais. Ouais, c'est vrai qu'au final, j'avais déjà entendu ça où on peut avoir une pensée négative, c'est pas la fin du monde, on peut l'annuler, On est mort. voilà. Ouais, faut pas, être parano. Voilà. Mmh. Waouh, c'est magnifique cette histoire de rencontre. Ouais, c'est Mmh. magnifique, j'adore. Et c'est quoi la suite, La suite, c'est évidemment, j'ai changé un petit peu la personnalité que j'avais. Je suis devenue une personnalité, plus aimante envers moi-même et aussi, plus aimante avec, le monde autour de moi. Mais du coup, très vite, je pars en burn-out professionnel. Je suis en burn-out, c'est plus possible pour moi de retourner travailler chez Booking. J'ai vraiment l'impression d'être dans une petite maison de poupée, ça a plus de sens pour moi. Et encore une fois, la vie est bien faite. Juste à ce moment-là, ma mère m'invite encore pour mon anniversaire au Brésil, dans une casa de guérison. Donc c'est chez un guérisseur qui travaille avec le monde des esprits. Donc moi, à ce moment-là, je vais reconnecter avec le monde des esprits. C'est un monde qui me faisait très peur, mais quand j'étais petite, j'étais hypersensible. Donc je ressentais des présences. Je ressentais dans des endroits quand il y avait des lourdeurs ou des choses, intenses, mais ça me faisait très peur, et j'avais déjà eu des petites expériences comme ça, tu sais, à 3 heures du matin, ta télé qui s'allume, genre comme ça, les trucs blancs et noirs, ou une page sur mon ordinateur qui s'ouvre qui dit, «I'm still here». Et donc à ce moment-là, bon, je me disais, tu mon mental qui disait: «Non mais c'est bon, t'inquiète, c'est rien». Donc voilà, j'essayais pas de trop connecter à ça. Mais quand j'arrive, au Brésil, donc c'est dans un endroit où il y a juste une casa de guérison et puis c'est toute une rue où il y a des auberges, en fait, où tu peux vivre. Mais l'énergie était très, 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 très forte. On était, j'avais l'impression d'être high, ah ouais. vraiment, high en énergie, et là aussi j'assiste, à des scènes assez, particulières. Moi, je me rappelle, j'étais dans la salle, du centre des guérisons. En fait, il y a seulement 2 jours par semaine où tu as le guérisseur qui vient, mais tout le reste du temps, tu peux aller là-bas, méditer sur place, enfin, et voilà, c'était un jour où le guérisseur n'était pas là et moi, j'étais juste dans une salle, comme ça, il y avait personne. Il y avait juste une personne à côté de moi. Il était accoudé sur, un poteau et d'un coup, je le vois, il a des spasmes comme ça et pouf, il tombe dans les pommes. Donc là, je me dis: «Ah OK». Qu'est-ce qui se passe? En plus, je vois personne qui s'affole autour de moi, genre, tout le monde regarde, il y a 2 petites infirmières qui arrivent tranquillement avec leur brancard, mais genre c'est normal, tu vois? Là, j'étais là: «OK», et je regarde la guide avec qui je suis et elle me dit: «Ah oui, il vient d'avoir une opération spirituelle, spontanée là». OK. Donc les esprits travaillent comme ça, pouf, donc moi j'étais là: «Ah oui, OK, d'accord». Et puis, arrive le moment où je passe devant le guérisseur. Et donc le guérisseur, si tu veux, il te dit, soit que c'est bon, tu es prêt pour l'opération spirituelle, soit que tu vas dans le courant. Et le courant, c'est une salle, donc tu as une salle avec le guérisseur, les gens qui passent devant lui, et puis tu as le courant, c'est une salle ouverte où tu as vue sur le guérisseur aussi, mais où tu as des médiums qui contiennent le chant et qui travaillent avec les esprits. Donc à ce moment-là, je m'assois, je fais, Je vous salue Marie, notre Père, et je ferme les yeux et j'entends à l'intérieur de moi, donc pas par mes oreilles, mais vraiment une voix à l'intérieur de moi qui me dit, «Je te pardonne de pas m'avoir pardonné».
et là, je reconnais la voix et je commence à pleurer, pleurer, pleurer parce que c'était la voix de ma grand-mère paternelle Mmh. et ma grand-mère paternelle, si tu veux, elle avait eu un cancer et mais on m'avait pas bien expliqué la chose. J'étais adolescente et quand elle avait eu le cancer, bah, j'avais pas compris que c'était si grave, si tu veux et du coup, elle avait décidé de se faire euthanasier Mmh. et moi, à ce moment-là, je lui en avais voulu inconsciemment. C'était pas, conscient dans ma tête que j'étais en colère envers, ma grand-mère, en fait et à ce moment-là, quand elle vient me parler et me dire ça, beh, déjà, je reprends conscience, je remets en lumière: «Ah oui, OK, beh, j'étais peut-être en colère par rapport à cet événement» et en même temps, ben là, c'est une preuve pour moi, irréfutable que ce monde des esprits est bel et bien là. Je peux plus le nier, je peux plus, ne pas regarder, mettre mes œillères et dire: «Non, non, ça va, c'est dans ta tête». Non, parce qu'en plus, quand je te dis, il y a une page qui s'ouvre, genre «I'm still here» sur mon ordinateur, j'avais ressenti comme une présence de ma grand-mère OK. paternelle. Oh. Voilà. Frisson, frisson. Ouais, Ouais. donc ça, c'était ma première expérience vraiment avec le monde des esprits. Mais après, bon, vient un moment aussi où tu passes devant le guérisseur pour ton opération spirituelle. Donc lui, il te touche pas, hein, il te regarde juste, enfin, tu passes 5 secondes devant lui et avec les esprits, ils vont travailler dans ton aura ou dans tes champs, pas vraiment ce qu'ils font et après tu restes dans le noir, pendant 24 heures à parler à personne pendant 24 heures. Ouais, donc ça, c'était assez intense aussi et pendant ces 24 heures, moi, j'ai vécu une petite mort, en fait, Ah vraiment, ouais. c'est je voyais toutes les relations, de ma vie qui s'étaient mal passées, les relations toxiques, les relations où j'avais pas pu pleurer, en fait et je pleurais, je pleurais, je pleurais, on faisait comme si je purgeais. Je pleurais toutes les fois où j'avais pas pour toutes les fois où j'avais pas pu pleurer, où j'avais été trop fière, où je m'étais dit: «Non, il faut que j'y garde la face, il faut pas que je montre mes émotions». Là, je pleurais et je venais mettre de la paix, du mouvement, si tu veux, sur tout ce qui avait été figé à ce moment-là. Et donc quand je suis ressortie de ces 24 heures, de grosse purge, je me rappelle, j'avais le soleil du Brésil là qui était sur mon visage et je me sentais, neuve en fait. Je me Oh. sentais vraiment genre, Mmh. je suis nouvelle. Waouh, incroyable. Ouais. Ouais. C'est marrant quand même aussi, ce c ta maman, c'est comme si elle était initiatrice. Ouais, ouais, C'est une mission, c'est ça? c'est ça. Elle a vraiment c'est elle qui m'a emmenée dans des endroits où je me suis dit: «Bon, je verrai». J'étais pas trop motivée et puis au final, bah, ça a vraiment Mmh. Elle est connectée ta maman du coup? oui, elle est connectée. Mmh. OK. Et après le Brésil alors qu'est-ce qui se passe? Après le Brésil, bah, je rentre en Hollande et je me rends bien compte que je vais pas pouvoir retourner travailler chez Booking.com. Et donc avec mon compagnon, on décide de partir en Inde pendant 9 mois, faire du volontariat à Auroville. Alors Auroville, je sais plus, j'explique un petit peu, ce que c'est. Ouais, vas-y. Donc Auroville, c'est, une communauté spirituelle qui a été créée en Inde, il y a plus ou moins 50 ans par Mira Alfassa et Sri Aurobindo qui sont 2 leaders, spirituels indiens. Enfin, Mira Alfassa, elle est française et Sri Aurobindo était un révolutionnaire philosophe indien. Et du coup, ils avaient cette idée de créer une ville qui serait basée sur, l'unité humaine et où il y aurait pas d'échange d'argent dans la ville, où voilà, ce serait un exemple, en fait, de communauté pour l'humanité dans les temps de ténèbres à venir, si tu veux. Ça, c'est l'idée. Alors moi, je suis très intéressée, par la vie en communauté depuis quelques années. À ce moment-là, j'ai vécu dans une communauté quand j'étais en Australie avant mes études et cetera. Donc j'ai vraiment envie d'aller expérimenter ce qui se passe là-bas au point de vue de la communauté. Parce que voilà, je sais qu'ils essayent de cultiver un maximum, leur propre nourriture et cetera. Et donc c'est vraiment ça que j'avais envie d'aller voir, au-delà de l'aspect spirituel. Parce qu'à ce moment-là, je me suis pas tellement intéressée à la philosophie de Sri Aurobindo et de la mer avant d'arriver à Auroville. OK. Tu vois? Parce que pour moi, c'est un peu comme les langues, hein, tu dois être à l'endroit pour apprendre la langue. Moi, c'est un peu la spiritualité, pour moi, tu dois être, l'expérimenter dans ton corps. Donc c'est vrai que j'arrive, à Auroville, sans trop avoir une idée du point de vue spirituel, mais quand j'arrive, je me rends très vite compte qu'il y a quelque chose de sacré, en fait, de vraiment sacré dans cet endroit. Parce que si tu veux, Auroville, c'est pas,
une ville fermée et c'est pas un village fermé. Tu as une terre aurovillienne, un village tamil-nadu, une terre aurovillienne et ainsi de suite et donc quand j'arrive, je me demande très vite comment les locaux acceptent qu'il y ait des gens qui sont venus comme ça, du monde entier sur leur terre. Et alors je parle à un local qui m'explique qu'en fait, ils ont une légende qui est vieille de 2000 ans, qui est écrite dans leur texte sacré et qui explique en fait que je te dis la petite histoire si Vas-y, vas-y. c'est l'histoire d'un Indra yogi en fait, qui s'assoit en dessous d'un arbre et qui commence à méditer. Il rentre en transe et il rentre vraiment dans une grosse transe qui dure des jours, des mois, des semaines et il est tellement en transe qu'il fait tellement chaud autour de lui que tout s'assèche, qu'il pleut plus, et les villageois, à un moment, ils se disent: «Bon, nos récoltes meurent, nos bêtes meurent, on va aller voir le sultan et lui dire, de faire sortir le yogi de sa transe, quoi». Et donc ils vont voir le sultan. Le sultan, il envoie sa plus belle courtisane, faire une danse devant le yogi, pour que le yogi sorte de sa transe, ce qui fonctionne. Le yogi sort de sa transe, c'est la fête, il commence à pleuvoir, tout le monde est content. On organise une grande fête pour le yogi et puis, la courtisane va faire une petite danse devant tout le monde et pendant sa danse, elle perd un bracelet et là, tout le monde commence à se moquer d'elle, à rigoler d'elle et tout et le yogi est pas content du tout. Il rentre dans une colère noire et là, il y a une pierre qui tombe du ciel et dit: «Plus jamais, il ne pleuvra sur cette terre, ce sera la sécheresse». Donc là, les villageois, ils sont pas très enfin, ils sont un peu embêtés et ils retournent voir le yogi, ils disent: «Alors, s'il te plaît, annule ta malédiction, fais quelque chose». Et le yogi dit: «Bah, écoutez, moi, je peux plus rien faire, mais dans 2000 ans, il y aura des gens qui viendront du monde entier pour refertiliser la terre et faire de cette terre un oasis». Waouh! Ah, j'ai des frissons. Bah, ouais, j'ai eu plein de frissons. Ça me fait énorme. Tu vois? Il y avait cet aspect sacré parce que du coup, la mère, quand elle a acheté ces terres, c'était, des terres que le gouvernement indien avait essayé maintes et maintes fois de refertiliser, mais ils avaient pas réussi et donc ils se sont dit: «Bon, on va vendre les terres». La mère a racheté ces terres, elle a fait un appel radio pour appeler les volontaires du monde entier qui voulaient expérimenter cette nouvelle façon de vie, où voilà, effectivement, beh, il y a l'idée de pas d'échange d'argent, mais il y a l'idée vraiment de venir avec ton énergie à toi. Tu vois, c'est un peu comme si, tout le monde a sa mélodie propre Mmh. et qu'avec ta mélodie, en la joignant à la communauté, vous allez faire une symphonie magnifique, en fait. OK. Et donc ces gens sont arrivés, il y avait rien. Ils avaient même pas de maison, ils étaient dans leur van, c'était un peu les années hippies, je pense et ils sont venus avec toutes leurs compétences qu'ils avaient et ils ont refertilisé la terre et ils ont ramené la vie à Auroville. Donc ça bien, incroyable. Et c'est là qu'arrive, la manifestation à Nova. Ah ouais, ouais et alors, effectivement, à Auroville, l'énergie est tellement puissante que tu manifestes même limite, à la vitesse de la lumière presque, quoi. Donc, je t'expliquais, j'avais le deuxième jour que j'arrive à Auroville, je cherchais un scooter avec mon compagnon parce qu'en Inde, on sait pas se déplacer sans scooter. C'était un jour de fête, donc on avait regardé sur Google pour trouver un petit garage et tout. On avait commencé à marcher 50 minutes, on avait marché, 40°, donc on est dans le jet lag et tout. On arrive au garage, ils nous disent qu'ils ont pas de scooter pour nous, on avait pas assez d'argent de toute façon pour le scooter. Bon, on repart, rebelote et là je me dis: «Non mais attends, moi je suis crevée, je suis jet lag, j'ai envie de rentrer». J'appelle les anges, j'appelle les guides, je visualise un scooter, je dis: «Envoyez-moi un scooter s'il vous plaît». Dans les 5 minutes, allez, vraiment 5 minutes. Il y a 2 gars qui faisaient leur volontariat à la ferme avec nous, mais c'était quand même assez long, hein, qui débarquent sur un scooter et qui nous disent: «Ah, si vous voulez, on vient de parquer notre deuxième scooter là, vous pouvez le prendre et le ramener à la ferme». Bon là, moi j'étais là: «Ah oui, OK, quand même ça va vite», tu vois? Ou alors qu'est-ce que je veux? Ouais, ouais, c'est ça et alors du coup après, beh, ça a duré tout le long de mon séjour à Auroville et surtout, bah, pour les habitations. Tu vois? En fait, on logeait, on travaillait dans une ferme écologique et on logeait sur place, mais c'était vraiment un confort, minimal. C'était des petites, maisons en terre avec de la paille, des termites qui venaient faire leur maison, les écureuils et tout et puis moi surtout, en fait, je dormais pas. Ah, Quand j'étais dans cette ferme, je pouvais pas dormir.
Et je pense que là aussi, le monde des esprits, il est venu me rechercher parce que si tu veux, la ferme était à côté d'un cimetière et tous les soirs, moi, pendant la nuit, je me réveillais avec des impressions d'être étouffée, OK. beaucoup de tristesse, enfin, voilà, je comprenais pas vraiment, ce qui se passait Mmh. et à un moment, un matin, je fais mon volontariat et je craque, je commence à pleurer et la gardienne des lieux m'emmène avec elle et elle me demande: «Qu'est-ce qui se passe?» Donc je lui explique. J'avais des noms qui me venaient en tête aussi, des enfin, donc je lui explique et elle m'explique elle qu'en fait, la cabane dans laquelle je suis, il y a 2 3 ans, il y a une volontaire qui s'est suicidée Ah! dans la cabane. OK. Voilà et après en parlant avec quelqu'un qui était là aussi sur place depuis quelques années, il m'explique que j'avais mis mon lit juste là où elle s'était suicidée, tu vois? Elle Ouais. s'était, pendue. Donc tu vois, il Oh! chantait les D'accord. sensations de, OK. d'étranglement. Donc évidemment, j'avais pas trop envie de rester là à ce moment-là, vu qu'en fait, c'était bien, hein, ce monde des esprits, mais j'avais pas de façon d'aider les esprits à passer. Enfin, je savais pas comment faire, en fait. Mmh. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je cherchais un endroit pour être plus cool et avoir aussi un minimum de confort et donc et donc j'avais fait une petite liste, hein. J'ai dit: «Alors j'aimerais bien, alors en fait, si tu veux, j'avais envoyé une annonce au journal Eurovégan en disant: «Voilà, on est des volontaires, on cherche à faire du home-sitting», et on avait déjà une personne qui nous avait répondu et qui nous mais elle partait que 1 mois. Nous, on voulait quand même rester, plus ou moins 5 mois à un endroit, pas changer tous les mois, et donc j'avais fait une liste à ce moment-là. Je me suis dit: «OK, je vais être claire avec l'univers». J'ai demandé ce que je veux, surtout que je vois que ça marche bien ici. Donc j'avais fait: «OK, je veux une terrasse, je veux un petit jardin, je veux une piscine». J'avais été, hein, parce que dans le Tamil Nadu, la piscine, c'est la sécheresse là-bas, donc il y a pas beaucoup de piscines. Et le soir même à 3 heures du matin, je reçois, un message d'une dame qui me dit, voilà, moi je pars 5 mois en Allemagne, donc si vous voulez venir visiter, qu'on se rencontre et cetera, voilà». Donc on va chez elle et déjà je vois la maison, c'est une belle maison, c'est pas des villas, hein, là-bas c'est des petites maisons, mais je veux dire, il y a la terrasse, il y a le mini jardin et il y a la piscine. Excellent. Ouais, donc la femme, c'était une artiste et s'était construit une petite piscine, tu sais, un peu comme un petit jacuzzi. Donc c'était pas une grosse piscine de luxe, mais c'était quand même un endroit où on pouvait aller, se mettre dans l'eau, se rafraîchir et tout, quoi. Ouais, Ouais. génial. Donc là, ça marche bien, la loi de Mmh. l'attraction et tout le long, c'était comme ça. Après, quand elle est partie, enfin, quand elle est revenue, la dame, je me suis dit: «OK, on aimerait bien une maison sur la plage». Il y a une maison aurevillienne sur la plage parce que tout le reste, c'était un complexe, hôtelier. Et il y a une maison, sur la plage, le gars me contacte, il me dit: «Voilà, moi je pars 2 mois, est-ce que vous voulez garder ma maison?» C'est dingue! C'était fou, quoi. Mais les autres gens, ils manifestent pas ça? C'est Bah, en fait, je pense que c'est avec ton énergie. Tout dépend de ton énergie et de ce que tu émets et donc les vibrations, là-bas, elles sont tellement fortes. Enfin, déjà en Inde, en général, l'énergie est très forte. Il y a des gens qui deviennent fous en Inde. ah ouais. Ouais, donc là, ici, ouais, si tu émets quelque chose, tu reçois et Mmh. ça peut être négatif comme positif, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Waouh! Tu es resté combien de temps là-bas? 9 mois. 9 mois. 9 mois dans le ventre de la mer. Eh oui! Bah, quand même. Ouais et c'est là aussi que je reconnecte parce que alors sur la plage, j'ai aussi travaillé avec les morts, hein, parce que tu avais un bûcher où ils brûlaient les morts à 10 mètres, Ouais. à 10 mètres de la maison. Donc là, je le ressentais bien. Au début, je savais pas dormir non plus et puis aussi j'ai reconnecté du coup, avec, mes sensations avec les animaux à ce moment-là, parce que je gardais les 2 chats, enfin 2 chats dans la première maison. Et je ressentais des choses dans mon corps, quand ils étaient stressés, je pouvais le ressentir, quand ils avaient faim, je pouvais le ressentir et même parfois j'entendais, je me rappelle une fois je rentrais, du volontariat et je marchais, sur un petit chemin, tu as des buissons autour du chemin et je marchais sur un petit chemin pour arriver à ma maison et j'entends: «Stop!» Donc je m'arrête et là, tu as un serpent qui passe devant moi avec le chat qui commence à courir derrière le serpent. Je fais: «Ouh, OK». Donc je les entendais, je ressentais des choses, mais je savais pas vraiment, bah, les exprimer ou je connaissais pas la communication animale, je savais pas que ce que c'était. Donc voilà, mais ça a commencé du coup à se réveiller, vraiment à ce moment-là et même sur la plage, il y avait des chiens errants comme ça et quand on est arrivé sur la plage, il y a un des chiens vraiment, il s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font là?» parce que c'est pas mon gars c'est pas le gars qui habite là quoi d'habitude
Et un jour, on est revenu, enfin, le premier jour, on est revenu de notre volontariat, il y avait un trou dans la porte, parce que c'était des portes en moustiquaire, tu vois? Ouais. Et le chien avait fait un trou dans la porte et il était couché sur notre lit. Et il était là, il me regardait et moi, il me disait: «Mais, moi, je suis le gardien de cet endroit. Vous avez rien à faire là». Et il m'envoyait l'image de ce monsieur, qui vivait là. Et donc j'ai essayé tant bien que mal avec les outils que j'avais à ce moment-là, que j'avais pas beaucoup, mais dans ma tête, j'essayais de lui expliquer: «Mais on garde juste la maison de ce monsieur». Et vraiment après, 2-3 jours, bah, il s'est calmé et tout s'est bien passé. Et puis, et tous les animaux de la plage, c'était hallucinant. On allait tous les soirs, on allait voir le coucher du soleil et alors tu avais, tous les animaux, errants et qui nous suivaient. Donc tu avais un groupe de 6-7 chiens autour de nous comme ça. Et les propriétaires de l'hôtel, ils nous regardaient, ils étaient là: «Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces gens?» Et donc tu as réussi à discuter un petit peu, avec eux, au final, à force de les côtoyer? Oui, enfin, moi, c'était plus moi, mes sens qui étaient les plus développés, c'était vraiment dans mon corps. Donc je ressentais des émotions ou des sensations dans mon corps. Mais j'entendais aussi et j'arrivais un peu à en tout cas, à essayer de communiquer avec le peu d'outils que j'avais à ce moment-là. Ça marchait quand même, assez bien. Mmh. Donc ouais, vraiment tu as appris sur le tas. Ben j'ai appris sur le tas, enfin, en fait, j'ai expérimenté ça à ce moment-là, sans vraiment comprendre que je le faisais consciemment, tu vois? OK. Et après, beh, quand on est rentré d'Inde, après 9 mois, mais on est rentré et c'était le covid. Et à ce moment-là, j'en ai profité pour, m'ancrer un petit peu, en Belgique parce qu'avant j'ai beaucoup vécu à l'étranger et donc là, j'étais un peu «bloquée en Belgique» entre guillemets. Et c'est là que je me suis, formée parce que j'ai découvert, je suis tombée sur un documentaire de Leila Denmonte Mmh. et je me suis dit: «Ah mais oui, mais c'est ça que je vis en fait, c'est ça que je suis en train de vivre». Et donc j'ai décidé de me former à plusieurs écoles, donc en Belgique, mais aussi avec, Leila Denmonte, Anna Evans. Et j'ai un peu, pioché, ce qui me plaisait à moi dans chaque philosophie parce qu'ils ont des philosophies, enfin, de façon de travailler différentes. Et j'ai un peu, fait ma méthode à moi sur le tas, oui, comme ça. C'est quoi qui est différent dans ta méthode? Je sais pas ce qui est différent, je dirais que c'est plutôt, je te dis, j'ai pioché des petits outils un petit peu à gauche, à droite. Mmh mh. Et puis après moi j'ai ma sensibilité, j'ai aussi ma douceur. Et je pense que les personnes qui sont amenées vers moi, ou en tout cas les animaux qui sont amenés vers moi, c'est souvent, des animaux défunts. J'ai beaucoup d'animaux défunts qui viennent vers moi. Hem et ça, c'est pas étranger avec ce monde des esprits qui se C'est ce que développe en j'allais dire. parallèle. Mmh mh. Ouais, 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 voilà. c'est quelque chose qui te suit. Oui, en fait, je pense que les défunts animaux viennent, chez moi aussi peut-être pour m'ouvrir à la possibilité de commencer à travailler avec les défunts humains, peut-être. Parce que c'est vrai que les messages des animaux défunts, c'est ceux que je trouve les plus beaux, les plus touchants et surtout ceux auxquels je m'attends le moins, tu vois? Par exemple, une fois, quand je commençais à pratiquer, je faisais aussi de la garde animalière, donc je gardais des chiens. Et je me rappelle, j'avais gardé 2 petits Jack Russell trop mignons, et la gardienne, de ces Jack Russell, elle va chez un vétérinaire qui dit: «Oui, il faut faire une ponction manuelle épinière de ce chien-là», heu, comme ça, parce qu'il avait des petits problèmes aux pattes arrière, tu vois? Mais elle était âgée, c'était pas grave, elle savait marcher et tout. Et ils ont été faire une ponction de moelle épinière à ce chien et après il a plus jamais remarché. Et donc la gardienne, elle l'a fait euthanasier. Et moi, à ce moment-là, j'étais en colère, quoi. J'étais en colère sur cette gardienne. Elle me disait: «Mais attends, mais elle pouvait pas juste laisser ce chien tranquille, il avait aucun problème, enfin voilà». Et elle me demande de faire une communication animale avec ce chien et là, moi, elle me dit: «Ouais, ce chien, il va d'office être pas content et tout». Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Le chien, il débarque, il est hyper heureux, je lui demande un petit peu, s'il est pas en colère pour sur sa enfin, comment il se sent par rapport à sa gardienne? Parce que sa gardienne m'avait demandé des questions et lui, il est hyper content. Il me dit: «Ah non, mais moi, j'ai vécu ma vie comme une reine, je suis trop heureuse». Franchement, il m'envoyait des images où elle marchait comme ça dans la nature, où elle était super contente, super heureuse et elle m'explique, elle me dit: «Mais moi, en fait, c'était juste, mon moment. Je devais partir à ce moment-là parce que ma gardienne, elle doit vivre une autre relation avec le deuxième chien. Parce que ça, en fait, c'était elle qui le premier chien, elle recevait tout l'amour, tu vois?
et la Ah, deuxième était un peu rejetée sur le d'accord. côté et elle dit: «En fait, il faut que ma gardienne ait une relation, d'amour plus forte avec la deuxième et par ma perte, elles vont se rapprocher, elles vont vivre ce lien». OK. Ah, c'est super beau. Et ouais, il y a des messages comme ça, des animaux décédés, mais c'est chaque fois, je tellement tellement de sagesse, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a pas cette rancœur Mmh. qu'on pourrait avoir nous si ça nous arrivait à nous. C'est ça, du point de vue humain, nous, on se dit: «Ouais, tout», mais eux, pas du tout, en fait. C'est ça qui est beau avec les Ouais, animaux, c'est ouais, clair. magnifique et puis voilà et du coup, ce temps de covid, beh, je me forme aussi, quand même aux entités, enfin, à pouvoir, Mmh. détecter, Mmh. des entités dans des lieux ou sur moi-même et puis à pouvoir les faire partir quand même dans la lumière ou dans l'ombre, selon ce qu'elles ont choisi. Et tu t'es dit que forcément c'était tellement sur ton chemin que Bah, c'était une de oui, tes missions, quoi? oui et puis j'avais le temps et puis j'avais l'opportunité à ce moment-là, de faire cette formation-là. Enfin, c'est arrivé sur mon chemin à ce Mmh. moment-là donc je me suis formée et puis, une autre étape importante, c'est je suis partie aussi, pendant un mois pendant le covid justement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Mmh. et là, j'ai encore expérimenté le pouvoir de la manifestation. Ça vibre tellement haut apparemment, Ah! ça va, oui. Ouais. Waouh, oui, parce qu'en fait, pendant le covid, ben, on n'a pas pu bouger, et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voyage, qui a besoin de découvrir des choses et et les anges, ils arrêtaient pas de m'envoyer des signes, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Genre, je trouvais des cadres en rue, des cadres dorés avec un ange, avec un gros coquillage de Saint-Jacques. Donc voilà, en fait, on est vraiment partis avec mon compagnon sur Saint-Jacques-de-Compostelle ensemble, mais sur un coup de tête. Mmh. Donc on n'avait rien prévu, on savait même pas comment ça marchait. Moi, j'étais juste au courant qu'il fallait un petit carnet de pèlerin pour avoir des cachets, par là où tu passais, Mmh. mais j'étais au courant de rien. Donc je m'étais dit: «Je vais regarder, une partie du chemin». Je voulais un chemin, en Ariège, parce qu'en Ariège, il y a beaucoup de communautés et de projets comme ça. Donc je m'étais dit: «Oh trop bien, on va aller voir par là». Mmh. Et donc j'avais décidé de partir de Pamiers, je sais pas si tu connais? Ouais, Ah bah voilà, de Pamiers et d'aller, jusque Lourdes, OK. en passant donc par, l'Ariège et les Pyrénées. Mais, j'avais aucune idée des villes où j'allais passer, j'avais un sac à dos, j'avais, 3 vêtements, des petites culottes, j'avais même pas de tente, j'avais pas de sac de couchage, j'avais OK. rien, je savais même pas où j'allais dormir, mais j'avais cette foi et j'avais vraiment on me poussait à y aller, je sentais vraiment que j'étais poussée à y aller donc je me suis dit: «OK, on verra bien, je vous fais confiance, on verra bien» et du coup, je commence mon premier jour, de chemin et bon, en fait, moi, dans ma tête, je m'étais dit: «Il y aura des bus, il y aura des gens qui passent en voiture ou quoi» et très vite, je remarque, on peut passer 3 heures comme ça sans voir une maison. 3 heures dans la forêt, 3 heures dans les montagnes et on voit pas de maison et on voit des petits villages de 3 maisons et donc là, il est 16 heures, je me dis: «OK, je vais dormir où?» Je commence à chercher des hôtels sur Google, mais j'ai même pas de connexion, enfin, donc je me dis: «OK, comment je vais faire?» Tu Mmh. sais, j'avais perdu en plus, il y avait un essuie, pour prendre ma douche que j'avais perdu sur le chemin. Je Ah, m'étais dit: «Oh, je suis trop bête, pourquoi j'ai pas pris l'essuie Decathlon là, tu sais, l'essuie oui. bleu vert là qui sèche super vite». Donc j'étais là au bout de ma vie, je me dis: «Bon, comment je vais faire?» Puis bon, on continue à marcher parce que sur le chemin, de toute façon, tu peux rien faire d'autre que marcher, tu avances et on arrive au petit village. J'avais vu sur un forum, tu vois, qu'il y avait un petit village, au bout des 30 kilomètres après Pamiers, où il y avait un accueil pèlerin. Je m'étais dit: «Ouais, on ira là» et vers 17:00, 17:30, on arrive, à ce petit village et je vois effectivement accueil pèlerin en grand. Je me dis: «Yes! Ouf!» Je toque à la maison et là, tu as une petite sorcière, enfin une petite, femme, qui ressemble à une petite sorcière vraiment, qui sort et qui me dit: «Oui», qui dit: «Bonjour, on est des pèlerins, on vient pour avoir un cachet sur votre carnet pèlerin», et elle me dit: «Ah mais vous devez rester chez moi pour avoir le cachet» et j'ai dit: «Beh oui, on reste chez vous». Elle me dit: «Ah mais non, hein, mais ça marche pas comme ça. Il faut appeler les gens avant de venir, et les gens, ils vous disent si vous pouvez rester ou pas». Mais là, moi, comme j'avais pas eu d'appel, j'ai prévu toute ma soirée, je vais chez une copine dans le village d'à côté, quoi. Donc je dis: «Ah bon, bah, c'est pas grave, on va remarcher jusqu'au prochain village» et là, je la vois réfléchir, elle me dit: «Non mais
c'est à 10 kilomètres le prochain village, il va faire nuit et tout. Elle me dit: «Mais vous savez quoi? Venez, rentrez et je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer comment ça marche». Donc là, elle m'a quand même donné une liste d'hébergements sur le chemin. Elle m'a expliqué un petit peu comment ça marchait, quoi. Elle nous présente sa maison, elle nous montre tout et là, je lui dis: «Ben, vous auriez pas un essuie, à prêter? Parce que j'ai perdu un essuie». Et là, elle débarque avec l'essuie. Le verre de chez Decathlon. Excellent. Et elle me dit: «Bah, vous pouvez le garder, c'est un pèlerin qui l'a laissé ici». Mmh. OK. Et la femme qui nous connaissait depuis 10 minutes nous laisse dans sa maison, avec toute la confiance du monde. Enfin, ça en fait, je pense que le chemin de Compostelle, ça m'a vraiment aidée aussi à faire la paix, je pense, avec l'humain. Parce que j'avais, peut-être une peur un petit peu avec les humains en général. Et là, j'ai rencontré tellement de gens qui avaient un cœur tellement bon et la main sur le cœur et enfin, la foi en fait que rien n'allait enfin, qu'on n'allait pas aller voler quelque chose chez elle, par exemple, tu vois? Mais ça et c'était tous les chemins, encore une fois, on était guidés, on était épaulés et il y a des fois, on était perdus au milieu de nulle part. Il y avait des gens qui nous faisaient comme ça d'hyper loin, qui nous rapportaient à manger, qui nous disaient: «Ah, c'est par là». Enfin, donc tout le chemin, on a vraiment eu des expériences comme ça et ça, je pense que ça m'a vraiment aidée à faire la paix avec l'humain et encore plus à avoir la foi puisque du coup, beh, ce que je demandais se manifestait. Quand on s'est arrêté à des endroits à chaque fois où on a logé, des endroits avec des gens qui avaient construit leur maison, enfin, les projets qui l'intéressaient, en fait. Ah oui, c'est hyper beau. Ouais. Ouais. Tu devais, passer par là pour, guérir certaines blessures, en fait. Oui et puis aussi pour, apprendre à persévérer, tu vois? Parce que le chemin de Compostelle, parfois, tu vas, rater une balise et tu vas te retrouver en Espagne et Ah tu oui. dois revenir sur tes pas, retrouver la valise et puis repartir sur le bon chemin, en fait et ça, tu le fais, plein de fois et donc c'est la patience et c'est dire: «OK, c'est pas grave, je suis pas sur le bon chemin, je retourne sur mes pas et je reprends le bon chemin». Mmh mh. Et aussi persévérer parce qu'il y a des jours où tu vas marcher et il va pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir et tu vas être mouillé et tu vas être là: «J'en ai marre, je peux plus», mais tu as pas le Mmh. choix, tu dois continuer Mmh mh. parce que c'est le chemin et que tu marches et puis tu es porté, en fait. Sur ce chemin, tu es vraiment porté. C'est comme s'il y avait tous les pas et j'ai des frissons en me disant, mais c'est comme s'il y avait tous les pas des gens qui marchaient avant toi, qui sont là pour te pousser parce que tu fais 30 kilomètres par jour, mais tu as pas mal aux muscles après. Tu as pas moi, j'avais pas de cloche, j'avais rien. Ah ouais. Ah donc il y a quelque chose aussi de très sacré là-dedans. Waouh! Je crois que c'est pas tout le monde, hein, qui a pas de Je sais pas, mais en tout cas, nous, on avait vraiment mon compagnon et moi, on n'avait pas de cloche, on n'avait rien, ah donc ouais. C'est pas les histoires que j'ai entendues. après peut-être que moi, j'étais tellement dans ma foi et tellement dans Ouais, mon petit monde, ouais, ouais, que ouais, c'est clair. Mais enfin, je pense que tout le monde a vit quelque chose de différent, donc mmh, c'est ça reflète, ce qu'on doit vivre et ce qu'on doit, ouais, ouais, nettoyer, je ouais, pense. c'est ça. Vraiment ça. Oui, s'alléger, parce que c'est ça le Mmh chemin mh. qu'on veut c'est vraiment, s'alléger, en fait. Mmh mh. Tu revenue différente. Je suis revenue différente, ben, je suis revenue grandie. Mmh. Encore, c'était pour moi une étape en plus, tu vois? Mmh mh. La manifestation te suit. Ah, la manifestation me suit, elle m'a dit que je suis une créatrice de Valou. Ouais, c'est Ouais. hyper beau et après, ce voyage. Bah, après ce voyage, bah, je continue à me former, en constellation familiale aussi. Je fais une formation en maraîchage, enfin, tu sais, ça aussi, c'est la visualisation. J'avais fait beaucoup de panneaux de visualisation, par rapport au maraîchage, par rapport à mettre mes mains dans la terre et tout. Et là, je trouve une formation où limite on me paye pour aller, me former en maraîchage. Donc voilà, je me forme en maraîchage. Encore je continue, les communications animales, je me lance vraiment, je communique plutôt par du bouche à oreille avec les animaux et puis arrive, l'histoire de ma grossesse. Ça aussi, c'est une histoire assez, incroyable. Je déménage dans une nouvelle maison et on n'arrête pas de s'engueuler avec mon compagnon dans cette maison et donc du coup, je fais venir un géobiologue et le géobiologue, après, il va me faire un soin et pendant le soin enfin, après le soin, il me dit, «Mais est-ce que, tu pas avorté récemment ou est-ce que t'as pas, fait une fausse couche?» Et moi, je lui dis: «Mais je suis pas au courant, quoi». Elle me dit: «OK, parce que je vois un fœtus qui est là, qui est collé à toi, qui essaie de s'incarner, hem, donc il faudrait peut-être que tu réfléchisses
à ta vision de la maternité, tu vois? Parce que c'est vrai que moi je m'étais jamais, posé spécialement la question. Je fais de l'endométriose, donc on m'avait dit: «Ça va être super difficile de tomber enceinte». Donc c'est vrai que, on n'en avait jamais parlé avec mon compagnon, on n'avait pas projet bébé ni rien, quoi. Et du coup, moi j'avais très peur de la grossesse, j'avais très peur de l'accouchement. Donc c'est vrai que ça fait un petit bout de chemin dans ma tête et je dis à mes anges, à mes guides: «OK, je sens qu'il y a cette volonté du divin de peut-être incarner, quelque chose, à travers moi. Hem, je suis OK si tout se passe bien. Si tout se passe bien pour ma grossesse, pour mon accouchement et après je suis OK. Mais il faut que tout se passe bien». Donc là, j'ai ressenti, comme si c'était OK. Donc voilà, donc c'est OK, bien. Et je ressentais aussi cette petite âme, qui me tournait autour, en fait. J'arrêtais pas de me poser des questions, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, je me disais: «Mais comment je vais appeler, ma fille si j'avais une fille? Comment je l'appellerais?» Et puis je lisais un livre et ça me donnait un prénom, quoi. Mmh. Et donc voilà, ça se construisait un petit peu, mais voilà, on n'essayait pas plus que ça et moi, je n'en avais pas parlé spécialement plus que ça avec mon compagnon. Et puis arrive, à l'an, où je vais à ma formation en constellation familiale et où on tire mon nom, pardon, on tire mon nom et donc on va, je vais décider de consteller, une problématique avec mes chèvres. À ce moment-là, j'ai 3 chèvres dans mon jardin, donc une maman chèvre et 2 bébés chèvres et j'avais gardé la maman pour que les bébés aient plus de lait plus longtemps, mais en vrai, ils étaient sevrés, elles pouvaient partir et donc je demandais: «Est-ce que, enfin je constellais, est-ce que je garde la maman chèvre ou pas?» Et donc dans la constellation familiale, on arrive au moment où les chèvres disent à moi, à la personne qui me représente: «Mais toi, tu pas de poils, tu peux pas être notre maman, Mmh. tu dois avoir ton propre enfant». Et il y avait, effectivement une petite âme qui était, à côté de moi et qui disait, «J'arrive!» Et et bon, le lendemain, j'ai fait mon test de grossesse et j'étais, enceinte. Waouh! Ouais et donc là aussi, ça comme c'est un travail que j'ai fait, par rapport à la grossesse, à l'accouchement, parce que j'avais très, 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 très peur, de l'accouchement. Moi, on m'avait dit: «La accoucher, c'est comme être brûlée vive», tu vois? Et j'ai des mémoires de femme brûlée vive, donc j'avais vraiment une peur viscérale Mmh. et dès le début, quand j'étais chez sage-femme, je me rends très bien compte que je vais devoir faire un travail parce que sinon, je vais attirer quelque chose que j'ai pas envie, tu Ouais. vois? Bah, ouais. Mmh. Comme je sais le pouvoir créateur Mmh. de penser des émotions, je me dis: «OK, vraiment, j'allais chez la sage-femme, je commençais à pleurer de stress, Ouais. et elle me demandait: «Mais pourquoi tu as peur de quoi, en fait?» Et moi, j'avais vraiment la phobie, parce que j'avais des amis qui avaient accouché avant, qui m'avaient dit: «C'était horrible, ça a duré 23 heures, je me suis fait déclencher et tout». Et moi, je voulais pas être déclenchée, c'était ma phobie et je voulais que ce soit, rapide et sans longueur. Il revient chez moi. Ouais, ouais. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait de l'accord animal, Ah oui, on mais fait des super, podcasts avec moi. ah bah, c'est bien, podcast avec nous. Et je sais plus où j'en étais du coup. Oui, je voulais que ce soit rapide et sans douleur et ça, je le répétais, dès que j'allais chez enfin, en fait, voilà, j'ai recommencé mon travail de Joe Dispenza. Mmh J'ai mh. fait ma méditation matin et soir. Mmh. C'était ma structure parce que je savais que ça marchait. Donc je l'avais déjà expérimenté. Je savais que ça marchait et je voulais créer une expérience d'accouchement positive et pas une expérience, Ouais. que je voulais pas vivre. Mmh. Du coup, effectivement, je fais mes méditations. Puis je suis aussi amenée, par intuition à aller voir une kinésiologue qui m'a beaucoup aidée. Enfin, je l'ai vu qu'une fois, mais elle m'a dit, bon déjà j'avais une mémoire dans ma lignée d'un enfant qui était pas incarné et qu'il fallait enfin, qui était mort-né et donc il fallait faire un rituel pour le deuil et puis elle me dit, de faire un blason avec, des symboles catholiques et des symboles juifs. Elle me dit: «Il faut qu'il y ait une paix qui soit faite, entre les 2». Moi, je demande pas plus, mais bon, je dessine, je fais ça et pour le symbole juif, je me dis: «Beh, je vais prendre, une lettre du tarot des lettres hébraïques». Mmh mh. Ouais et je tire une lettre et alors qu'est-ce que je vois? La première phrase que je lis, c'était: «Ève ne doit plus enfanter dans la douleur». Oh! Là, je me dis: «Ah OK». Tu vois? Je me sentais quand même soutenue dans le travail Oui, ici ouais.
et puis je m'auto-convainquais, hein, où j'allais, enfin partout où j'allais, je disais aux sages-femmes, «Mais moi ça va être rapide, c'est sans douleur». Mais bon, c'est un travail parce que c'est sûr que c'est pas facile. Il y a des fois où tu vas douter, il y a des fois où tu as peur et tu vas pleurer. Mais comme je te disais tout à l'heure, l'important c'est vraiment de se dire: «OK, j'ai cette émotion qui me traverse, je la laisse me traverser 5 minutes et après je me reconcentre sur ce que je veux vivre et pas sur ce que je veux pas vivre». OK. Parce que voilà, ici on parle de l'accouchement, c'est pas vraiment normalement prévoir comment ça va se passer en fait. Ouais. Et surtout j'avais jamais accouché avant donc voilà, j'avais pas de référence. Donc bien sûr qu'il y a des peurs qui viennent à des moments, mais l'important c'est juste, voilà, moi j'ai toujours continué le travail, j'ai toujours fait ces méditations jusqu'à ce que ça se manifeste en fait. Et du coup, j'ai accouché, en 1 heure, à l'hôpital, sans trop de douleur. Franchement, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais ouverte à 8 et on m'a dit: «Mais, vous vouliez pas venir avant, quoi?» Et j'avais, pas, enfin en fait, Même pas senti? oui, c'est pas que j'avais pas senti, j'avais senti que ça poussait, que ça travaillait, Ouais. mais j'avais pas mal. Genre moi quand j'ai mes règles avec mon endométriose, j'ai mal, j'ai Mmh. vraiment mal, je suis par terre, quoi. Donc là, ici, mes contractions étaient moins douloureuses que mon endométriose en général. Mmh. Incroyable! Ouais, tu as fait de l'entraînement en même temps, mais quand même et du coup, tu as même pas fait de péridurale? Ah non, 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 non. Ah, j'ai pas fait de péridurale, j'ai J'imagine. accouché dans la position en 4 pattes comme je pouvais, donc c'était vraiment tout ce que j'avais visualisé qui j'ai eu mon accouchement de rêve. Je suis restée, même pas 24 heures à l'hôpital, je suis repartie, à la maison après, quoi, donc OK, waouh, incroyable. mmh. Voilà, encore une fois, la visualisation, méditation, ça marche, quoi. Ouais, ça marche, mais bon, comme je te dis, il faut une intention qui soit claire, Mmh. il faut la foi. Parce que si tu commences en disant: «Ça va pas marcher», ça va pas marcher, hein, Ouais. voilà, il faut croire envers et contre tout, même quand tout le monde te dit que ça va pas marcher, toi tu dois rester focus et tu dois te dire: «C'est moi qui crée ma réalité, c'est pas eux, eux ils créent leur propre réalité», tu vois? Ouais. Et donc ton intention est claire, tu as la foi, tu persévères et tu as la répétition. Mmh mh. Et si tu fais ça, ton cerveau il a pas d'autre choix que de le manifester parce qu'il sait pas faire la différence entre les images et les émotions que tu lui envoies et entre, la réalité, quoi. Oui, 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 complètement. Et puis au final, il y a un moment donné, tu te cales à une fréquence où ça arrive dans ta réalité aussi. C'est ça. Mmh. Ouais, c'est fort, Joe Dispenza. Ouais, et puis moi, je vois vraiment ça, tu sais, comme, quand tu vas au restaurant, tu vois? Tu vas au restaurant, tu regardes ton menu, tu vas choisir ton petit plat, Mmh. tu vas le goûter, limite ton plat que tu as sélectionné, puis tu vas faire ta commande et puis tu vas te relaxer parce que tu sais que ta commande, elle va arriver. Oui, Tu as le goût en bouche, tu sais que ça va arriver, tu doutes pas, qu'on va pas t'amener ta commande. c'est vrai. Mmh. Ah, j'ai Ouais, des belles leçons de manifestation. mmh. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? J'imagine tu as encore plein d'histoires. Non, ensuite, ça va, on va se calmer. C'est tout? Ensuite, ensuite non, oui, après c'est vrai que voilà, ça c'était encore pendant le covid aussi, je rentre aussi dans un monde un peu plus spirituel à Bruxelles où voilà, je fais des trans chamaniques, Mmh. j'expérimente, la régression quantique aussi et ça c'est vrai que la régression quantique, ça va avoir un impact, quand même assez, fort parce que j'arrive vraiment, dans une vie, enfin, j'arrive dans une vie où je suis dans une prison, où, j'ai des gens à l'intérieur qui crient, enfin, c'était pas des gens, c'était des esprits, ou dehors, j'entends que ça crie aussi, mais j'ai pas envie d'aller dehors, mais en même temps, à l'intérieur, je suis pas bien non plus. Puis on m'emmène dehors et là, j'arrive sur un bûcher et on on va me brûler, quoi. Ouais. Et donc là, je ressens beaucoup de colère envers l'humanité, en fait, parce que à ce moment-là, moi, j'étais une personne qui aidait les gens. J'aidais les gens, et on va me brûler et donc j'ai cette colère, envers l'humanité à ce moment-là. Puis après j'arrive dans un super endroit où il y a des petites fées, où il y a des cascades, des rivières partout et voilà, ça c'est l'afterworld, l'après la vie, je dirais. Mais c'est vraiment, venu m'impacter et aussi c'est venu ouvrir d'autres portes. C'est-à-dire que après cette régression quantique que j'ai faite qui était accompagnée, pardon, accompagnée évidemment par quelqu'un, mais après j'ai eu, lors de méditation ou de choses comme ça, beh, des vies antérieures qui viennent à certains moments de ma vie où, par exemple, je suis en train de j'ai une résonance avec cette vie antérieure-là, quelque chose qui a pas été,
résolu dans cette vie-là et que du coup aujourd'hui je vais, traverser la même chose et cette vie va m'apparaître, lors de méditation et je vais aller, remettre du mouvement et remettre, enfin, de la paix là-dessus, en fait. D'accord. OK. Et donc, régulièrement en méditation, tu pars? Bon, pas régulièrement, mais à certains moments de vie, oui, je Ouais. ah Encore c une fois, quand tu dois, régler quelque chose. ouais, Mmh. c'est ça, quand je traverse et là, comme je t'expliquais aussi, on m'invite en fait, ici maintenant, ce que je suis en train de vivre, on m'invite, je pense vraiment à reconnecter avec, le monde des esprits. Mmh. Il y a 3 mois, en fait, j'ai perdu ma meilleure amie qui avait un cancer et là, j'ai vraiment, eu une perte de foi. Enfin, j'ai eu l'impression d'être plongée dans le noir. Je me demandais à Dieu: «Mais pourquoi tu as pris une telle lumière?» en fait, c'était vraiment la fille, elle arrivait, dans une pièce, tu avais tout qui se réchauffait, elle était super gentille, super solaire et je comprenais pas, quoi. C'était comme un choc parce que même si elle a été malade pendant 3 ans et que tu peux te dire: «Oui, tu aurais pu te douter que ça allait pas aller». Non, parce que moi, j'ai toujours eu la foi et j'ai toujours cru qu'elle allait s'en sortir. J'ai toujours cru que enfin, c'était impossible pour moi, je la voyais même pas malade. Dès que je la voyais, elle était tellement solaire. Du coup, c'est vrai que quand elle est décédée, ça a été un choc pour moi et puis, ouais, je me suis dit: «Mais Dieu, mais pourquoi?» Et là, j'ai reçu un message, je sais pas si c'est les anges ou si c'est Dieu qui m'a dit ça, pardon. Et j'ai reçu, on m'a dit: «Mais imagine-toi, on t'aurait pris ton amie comme ça, elle se serait fait écraser dans un accident de voiture, elle serait morte comme ça soudainement. Est-ce que ça aurait pas été encore pire?» Ici, tu as eu 3 ans. Tu as eu 3 ans où elle a vécu comme une folle. Elle a vécu, ce que certaines personnes ne vivront jamais. Elle a voyagé à travers le monde et toi, tu as eu 3 ans de ces moments en plus que si ça se trouve, tu aurais pas pu avoir. Parce qu'elle, son âme, elle avait un accord, Mmh. tu vois? Mmh Elle mh. avait un contrat. Elle allait partir et on m'a dit alors ça, c'est le message que j'ai eu, mais je peux pas dire que c'est une vérité, mais on m'a dit elle savait qu'elle allait partir et on lui a laissé le choix. On lui a dit: «Écoute, soit tu pars directement comme ça, soit tu traverses cette maladie et tes proches vont pouvoir aller, pas s'habituer à cette idée-là, mais en tout cas commencer à à faire la paix avec le fait que tu pourrais partir, que tu pourrais quitter», tu vois? Et quand on m'a dit ça, je me suis dit: «Ah ouais, c'est pas bête». Ça ouvre une sacrée autre perspective des langues maladies. Mmh, mmh, mmh. Waouh, c'est beau en même temps. Mmh. Ouais et puis après, je te dis, j'avais des images d'elle, elle était accueillie, par les anges au paradis avec les trompettes, quoi. Je veux dire, il y avait 100 personnes, plus de 100 personnes à son enterrement et c'était vraiment, Ouais. et puis elle, j'ai reçu tellement de messages parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je te dis, j'ai vraiment eu l'impression d'être plongée dans le noir, de plus Mmh. avoir de signes des guides ou des anges. C'est vraiment la première fois de ma vie où je me sentais limite, abandonnée, en fait et mais elle, j'avais encore cette connexion et je l'entendais me parler. Du moins, j'aime à croire que je l'entendais me parler et puis j'avais des messages où c'était très clair, très net et précis que c'était elle qui me les envoyait, hein. Mmh mh. Je me rappelle, d'une fois où je t'avais expliqué, hein, Mmh. c'était le soir, là, j'étais dehors avec des étoiles et je pleurais en me disant, «J'aurais pu être une meilleure amie, en fait, j'aurais» toutes les fois où on s'est pas vu, toutes les fois où j'ai dû annuler, des fois où on devait se voir parce que j'étais fatiguée, parce que la petite faisait passer une nuit et cetera et je pleurais, je dis: «Non, je suis une mauvaise amie» et et puis je rentre à l'intérieur, je regarde mon téléphone et là, je reçois une notification Facebook qui me dit, «Ah vous avez un souvenir à revoir avec, votre amie» et j'ouvre le souvenir et c'était une image où elle m'avait taguée et Dieu sait qu'elle me taguait pas dans beaucoup de choses, mais elle Mmh. m'avait taguée en me disant, «Les amis, c'est comme les oiseaux, tu les vois pas toujours, mais tu sais qu'ils sont toujours là» Mmh. et donc là, je me suis dit: «Non mais attends, attends, là c'est pas possible», tu vois? C'est fou, Mmh. c'est fou. Comme si son âme savait, quelques années auparavant que tu aurais besoin de ce message. Ouais, 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 c'était 3 ans auparavant en plus. Mmh mh. Ouais Voilà. Tellement et qui beau. ressurgit juste au bon moment, opportun quoi, Mmh. Ouais. Et maintenant?
Et maintenant, bah, écoute, voilà, là maintenant, je lance, mes activités, d'initiation à la communication animale, donc en visio, mais aussi en présentiel en Belgique Mmh. et je continue toujours l'école animale, la communication animale, en individuel, hein, Ouais. avec les animaux en individuel et il y a un petit programme qui est en train de se préparer, dans ma tête, par rapport aux entités pour partager un petit peu aux personnes, qui comme moi sont sensibles mais qui ont pas les outils, tu sais, Mmh. pour, les faire partir vers la lumière ou pour détecter que tu as une entité sur toi ou dans ton environnement. Donc ça, Ouais. c'est OK. en cours de création. OK, cool. Voilà. Eh ben, Julie, quelle histoire! J'aurais quelques petites questions. Ouais. Est-ce que, tu as des petits rituels au quotidien ou, une routine, Alors, j'ai, des petits rituels où j'ai un petit hôtel chez moi avec, où j'allume des bougies et bon, déjà tous les matins, je fais ma méditation, tous les soirs, je fais ma Ouais. méditation parce que là, je suis encore en pleine création de manifestation de quelque chose de grand. Donc, tous les matins et tous les soirs, j'ai ma méditation et après c'est vrai que c'est pas, au quotidien, mais j'ai quand même des rituels où quand je sens qu'il y a quelque chose de lourd à évacuer, ben, je vais faire mon tambour chamanique, Ouais. je vais allumer des bougies. Bah, ici, il y a des bougies qui ont été allumées pas mal puisque ma copine était partie. Donc voilà, il y a eu pas mal de rituels aussi où j'envoie de la lumière à ce moment-là. Hem, mais c'est principalement les méditations. Mon rituel, quotidien, c'est ma méditation matin, ma méditation soir. Ça, c'est, j'y manque pas. Mmh. Je crois que tu vas donner envie à beaucoup de personnes de s'y mettre. Bah, motivé, bien parce qu'on peut faire des choses incroyables. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais fait, méditation transcendantale et du coup, c'est 20 minutes le matin, 20 minutes le soir Oui. et pendant toute la période où je le faisais, parce qu'après j'ai arrêté, mais toute cette période-là, je manifestais. Bah, oui. C'est dingue. Mais si tu as un but qui est clair et que enfin, en fait, si tu as un but clair et précis et que tu continues jusqu'à ce que ça se manifeste, ça Oui. va se manifester, bien Ouais. sûr, c'est clair et net. D'ailleurs, cette interview, il y a 3 mois, je faisais des interviews toute seule dans mon jardin Ah ouais. en me disant avec Gilou Massé, en me disant, Ah ouais, bon, je suis pas liée moitié, hein, mais non mais bon, tu sais, ce matin, j'ai tiré ma carte, de mon oracle animal que Leila Delmonte a fait. J'ai eu le colibri et donc c'est goutte après goutte pour moi. Mmh. C'est c'est une image que j'aime beaucoup, le colibri. Je me vois un peu comme ça. Bah, tu vois, il y a pas d'hasard, colibri. Ouais. Bah, merci Julie. Merci à toi de m'avoir reçue. Trop, trop beau. On me retrouve, sur mon adresse email. J'ai aussi, un Instagram, tu pourras le mettre peut-être, Ouais. Je mets tout en légende. voilà, super. Bah, merci encore. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute Merci. et à très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.